Le gouvernement vient d'annoncer un plan d'économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État pour 2024 et il ne compte pas s'arrêter là puisque l'an prochain, ce sera le double, 20 milliards d'euros d'économies prévues. Le ministre de l'économie a été très clair, il va falloir se serrer la ceinture, ce sont ses mots. Très précisément, nous allons avec le ministre des Comptes publics réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. C'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins. Et se serrer la ceinture sur quoi exactement ? Sur l'investissement dans la transition écologique, par exemple, sur l'aide à l'accès au logement, la recherche, l'enseignement supérieur, le budget de la police nationale ou encore les remboursements pour les personnes atteintes d'affections longue durée. Et tout ça se fait au nom du pragmatisme. L'idée défendue par le gouvernement est claire, elle semble même relever de la logique. Comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Pourtant, cette énième annonce s'inscrit dans un courant économique bien précis que suit le gouvernement depuis des années, mais il voudrait nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de gérer les finances, d'organiser l'économie, et que eux, qui nous dirigent, seraient du côté du réalisme économique. C'est là toute l'illusion recherchée, donner l'impression que l'économie est un domaine réservé aux experts, une science dure que la majorité des gens ne pourraient pas comprendre. C'était la même rhétorique utilisée pendant la réforme des retraites. C'est le seul choix possible, et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien c'est parce que vous ne comprenez pas l'économie. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte. Plus exactement, la nécessité de faire cette réforme. Pourtant, l'économie, c'est précisément une succession de choix. Et parce que les décisions politiques en la matière régissent quasiment tous les aspects de notre vie quotidienne, il est indispensable de comprendre les tenants et les aboutissants de cette discipline. C'est précisément le projet de Gilles Mitteau, ancien trader à Wall Street, devenu vulgarisateur économique, qui entend nous permettre de comprendre le système économique et d'appréhender les enjeux actuels comme l'emprise de la finance, qu'il a connue de l'intérieur, la crise écologique ou encore la dépendance énergétique. Et tout ça afin d'interroger les règles qu'on nous a présentées en loi immuable et qu'il est urgent de remettre en cause aujourd'hui. Alors, peut-on tout comprendre à l'économie ou presque ? Comment décrypter ce que l'auteur présente comme l'arnaque du système capitaliste ? Réponse dans ce nouveau numéro de l'émission économique de Blast. Gilles Mitteau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vulgarisateur en économie. Vous avez créé une chaîne YouTube intitulée Eureka, qui vulgarise l'économie et la finance. Et vous avez un parcours un petit peu particulier, parce que vous avez été diplômé d'une école de commerce en 2010. Après ça, ça a été direction Londres, où vous avez travaillé pendant 7 ans dans la finance, notamment en tant que vendeur et assistant trader, jusqu'en 2016, où vous avez donc créé cette chaîne YouTube Eureka, qui rencontre un très grand succès, qui aujourd'hui cumule plus de 400 000 abonnés. Et entre-temps, vous avez même publié un livre en 2020, Tout comprendre sur l'économie ou presque. Et aujourd'hui, vous publiez la nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage. Donc, tout comprendre sur l'économie ou presque pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. C'est aux éditions Payot. Avant qu'on parle de votre ouvrage, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours parce qu'il est quand même pas forcément commun. Comment est-ce qu'on passe de trader à Londres à youtubeur en France? Donc moi, je suis rentré dans le trading parce que c'était une matière qui me plaisait dans mon école de commerce. Voilà, je faisais de la finance et je trouvais que c'était assez passionnant. Donc je suis rentré dans ce milieu-là sans comprendre à quoi réellement ça servait, en fait. Donc, et le truc, c'est que quand on travaille en salle des marchés, c'est un métier qui est très technique. Donc on nous demande d'être expert d'un sujet et on peut passer toute sa carrière à devenir encore plus expert de tous ces produits financiers. Et qu'est-ce qui est plaisant là-dedans ? J'ai pas d'autres mots que c'est très technique, en fait. C'est très mathématique, Et puis, c'est aussi beaucoup lié à l'actualité. Chaque journée est nouvelle, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment la bourse va réagir, on sait pas quelles entreprises vont faire des annonces, on sait pas, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très excitant. Et puis, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Donc, le fait qu'il y ait ces sommes impressionnantes, ça rend le métier aussi très excitant. C'est de l'adrénaline, d'une certaine manière. C'est un peu ça, ouais, c'est de l'adrénaline, exactement.
Et après, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, mais d'accord, donc en fait, au lieu de continuer de zoomer sur les produits financiers toujours plus près, toujours plus techniques, toujours plus précis, bah, j'ai eu envie de faire l'inverse. Je me suis dit, mais en fait, je sais même pas ce que fait la personne assise à côté de moi, qui est sur un autre produit financier. Je comprends pas trop à quoi sert cette salle des marchés géante où on est peut-être 2000 personnes à travailler. Et puis, il y a un étage en bas, il y a un étage au-dessus. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? À quoi elle sert cette banque? Et puis ensuite, la banque, elle est connectée à quoi? Comment fonctionne l'économie? En fait, tout ça, j'avais vraiment aucune notion, des bribes, quoi, mais je ne savais pas connecter les points. Donc c'est une forme de curiosité qui arrive au bout de plusieurs années de trading, où vous vous dites, mais oui, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Exactement. Et donc, je me suis mis à faire des recherches. Il y a eu aussi la crise. Moi, j'ai démarré la finance en 2008, donc c'était la crise à ce moment-là. Donc les financiers étaient pas mal attaqués, critiqués. Et j'avais envie de pouvoir les défendre. Donc, mon idée, c'était de pouvoir expliquer aux gens, mais non, c'est plus compliqué que ça, c'est pas la faute des traders, c'est pas la faute de la finance, etc. C'était ça un peu mon idée. Sauf qu'en creusant, je suis pas du tout tombé sur ce que je pensais. Je suis arrivé sur quand j'ai compris comment tout était interconnecté, je me suis dit, d'accord, donc en fait, je veux pas travailler là-dedans, je veux pas cautionner ce truc-là, je suis pas d'accord avec la manière dont la finance fonctionne, je pense qu'elle pourrait fonctionner différemment, je pense que ça aide pas les bonnes personnes. Je peux plus rester travailler dans ce milieu. Et donc, il fallait faire autre chose. Et ce autre chose, ça a été la chaîne YouTube. Voilà. Et une chaîne YouTube qui est sur un format quand même assez particulier, puisque vous jouez des rôles pour essayer de faire comprendre le fonctionnement de la finance, le fonctionnement de l'économie. Vous vulgarisez vraiment au maximum, tout en restant quand même très précis, avec beaucoup d'exemples, de schémas. Mais vous jouez souvent deux personnages qui se parlent. C'était dès le début, ça? Je pense pas que c'était dès le début. Il me semble que les 2-3 premières vidéos, il y avait qu'un seul. C'était juste moi face caméra. Mais très vite, il y a eu cette idée de créer un dialogue entre une personne qui sait et une autre qui sait pas. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que déjà, je réfléchis un peu comme ça. J'essaye de me faire souvent l'avocat du diable quand je fais des recherches pour me tester, en fait, vérifier si j'ai bien tout compris, si j'ai bien tout vu. Et puis aussi, ça permet d'avoir deux langages, quoi. Il y a un langage un peu plus technique et véridique ou académique avec le personnage professeur. Et puis l'autre personnage va reformuler avec ses mots qui vont peut-être être plus proches du commun des mortels, on va dire. Oui. Voilà, ça permet d'avoir deux discours et de mieux comprendre, je trouve. Moi, je vous ai invité parce que je trouve que votre vision de l'économie est très intéressante parce que vous produisez des contenus qui sont très précis, très documentés, appuyés souvent sur des études où il y a quelque chose d'académique. Et en même temps, vous défendez une vision de l'économie qui n'est pas l'économie comme une science dure, qui serait immuable, qui ne pourrait pas changer dans ses règles. Et vous ouvrez votre livre avec cette phrase. Vous dites que l'économie est une affaire résolument politique. Vous écrivez en préambule. Si le monde se résumait à un jeu d'échecs, la science économique aurait pour objectif la compréhension des stratégies et des techniques que les deux joueurs peuvent mettre en place. Après tout, les règles des échecs sont arbitraires. Qu'est-ce que vous entendez par cette métaphore? Il y avait une... En fait, on peut jouer aux dames, il me semble, sur un plateau d'échecs. Donc, on change un peu les règles et c'est plus le même jeu. Là, c'est pareil. Qui dit que le fou se déplace comme ça et pas comme ça, et puis le cavalier comme ci et comme ça? En fait, ces règles-là, elles sont arbitraires. Une fois qu'on a défini les règles du jeu, oui, derrière, il va y avoir des stratégies plus ou moins pertinentes pour réussir à gagner. Mais, et si on changeait les règles? Ça change tout. Et c'est le but de votre livre, en fait, parce que pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système, ça implique qu'on peut changer bien sûr. Ce qui cloche dans le système. Et c'est d'ailleurs toute la dernière partie aussi de votre livre. Au début de votre ouvrage, vous dites que vous défendez une approche positive de l'économie et non pas une approche normative. Alors, quelle est la différence entre ces deux approches et pourquoi est-ce que vous dites préférer une approche positive? Alors, en fait, je pense qu'il faut les deux, mais l'approche positive, c'est vraiment l'approche de dire... on a le jeu d'échecs et je vais vous expliquer les règles telles qu'elles existent maintenant. Voilà. Donc, il y a telle institution, il y a la banque centrale, elle marche comme ça. Il y a les banques privées, elles marchent comme ça. Il y a les entreprises, elles fonctionnent comme ça. Pas autrement. Actuellement, c'est comme ça. Les règles de la comptabilité sont comme ça. Donc ça, ce serait une description du monde dans lequel on vit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une grande question, c'est et si la banque, elle marchait pas comme ça, mais comme si. Et si on changeait telle et telle règle, qu'est-ce que ça créerait? Et là, on rentre dans une approche normative parce qu'on se demande quel est le monde qu'on veut façonner, créer. Et là, c'est complètement politique. Et on n'est plus dans le factuel uniquement.
Parce qu'on est dans... je pense qu'il faudrait mieux que ça marche comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il me semble que je défends telle et telle valeur et pas telles autres. Et là, c'est complètement politique. Et c'est plus une science dure au sens de la physique où on se contente d'observer et on ne peut pas changer les règles. Et alors ce livre, c'est laquelle des deux approches ? C'est un peu les deux. Il y a du positif parce que j'essaye de décrire comment fonctionne la création monétaire, par exemple. J'essaye de parler d'inflation, d'expliquer comment ça marche. Mais je pense qu'à certains points, je montre aussi certaines règles en disant ça, par exemple, on pourrait le changer. Et si on voulait une économie plutôt comme ça ou plutôt comme ça, en changeant la règle, on pourrait essayer d'y aller plutôt par là, plutôt par là. Là, c'est une approche plutôt normative. Et les économistes que souvent on va voir dans les médias, par exemple, pour vous, ils ont une approche plus normative ? À mon sens, oui, parce que, en fait, quand on est à l'approche conservatrice, c'est-à-dire de dire ça fonctionne comme ça, mais il ne faut surtout pas changer les choses, ça veut dire qu'on porte une idéologie politique, qui est le monde fonctionne très bien tel qu'il est, il n'y a pas besoin de le changer. Ça, c'est un message politique. Oui, alors vous expliquez que ne serait-ce que dans la manière de choisir les sujets qu'on traite en économie, il y a déjà quelque chose de politique. Vous dites, l'économiste qui s'intéresse à la maximisation de la richesse créée par son pays plutôt qu'à sa répartition est déjà dans une démarche politique, en ce qu'il préjuge de la priorité à apporter un critère plutôt qu'un autre. Le déni de cette priorité donnée à tel ou tel critère constitue la grande arnaque du système capitaliste, actuellement uniformément admis sur le globe. Ce qui domine en ce moment, c'est plus les histoires de croissance de PIB que de répartition de richesse. Mais vous questionnez en fait cette approche, parce que ce que je viens de lire là, c'est quand même ce qui domine dans les médias là, aujourd'hui. C'est qu'on s'interroge toujours sur, on va y revenir un peu, mais comment gagner des points de croissance. On va dire qu'un président, par exemple, a du succès s'il arrive à faire augmenter la croissance, et on met rarement en cause ce paradigme-là. Donc moi, je m'interrogeais en lisant votre livre, qui encore une fois permet d'avoir une vision très globale en fait de tous les concepts, de toute l'économie. C'est aussi une vision que vous proposez sur YouTube. Comment est-ce que vous êtes perçu par les économistes dont vous proposez une certaine critique quand même qui transparaît tout au long de votre ouvrage ? Alors, c'est un peu compliqué. La science économique, à mon sens, elle est faite de clans un petit peu ou d'écoles. De pensée, voilà. Donc c'est toujours, on a des axiomes, des briques de départ, un raisonnement de départ qui forme un socle, et ensuite on construit un raisonnement à partir de ce socle. Et il se trouve qu'il y a différentes écoles de pensée en économie, donc ils choisissent des briques un peu différentes pour démarrer le raisonnement. Bon, moi je suis plutôt critique de l'approche dite mainstream ou standard, qui repose sur des modèles développés à la fin du 19e siècle, et les histoires de Walras et de Marshall. C'est une façon de voir l'économie qui, à mon sens, est très biaisée, très conservatrice, très individualiste. Et moi, je pense qu'on a plus besoin d'empathie, on a plus besoin de penser aux autres, on a plus besoin... Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut valoriser davantage. Mais cette façon de faire de l'économie standard, elle a tendance à pas partir dans ce sens-là, à cause de ces briques élémentaires de départ qu'elle a posées comme étant... Oui, parce qu'elle est encore présentée comme neutre, comme le référentiel. Et c'est ce que vous venez de mentionner, et encore une fois, pour moi, c'est toute la difficulté et la subtilité quand on parle d'économie aujourd'hui, c'est que si on dit qu'on a besoin d'empathie, si on ramène ça à des concepts philosophiques, en fait, on va nous dire que c'est pas de l'économie et qu'on n'est pas sérieux et qu'on n'est pas réaliste. Ouais. Et les économistes qui aujourd'hui dominent en termes de pensée dans les médias mainstream ou même les journalistes économiques se réfèrent au pragmatisme du système très capitaliste aussi. Et donc vous, ce que vous montrez, c'est déjà les limites de ce système, si j'ai bien compris l'objectif de votre ouvrage, et effectivement quelques petites pistes pour, pas forcément dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas questionner le fait que ce soit ainsi. La question que vous me posiez avant, c'est comment est-ce que les économistes me voient ? Je pense que les économistes qui sont très ancrés dans ces hypothèses dominantes de marché parfait, avec des agents qui sont tous très individualistes. Quand on voit l'économie comme ça et qu'on n'arrive pas à la voir différemment, on est forcément très critique de ce que moi je raconte, parce que moi je passe mon temps à dire que c'est probablement pas la bonne façon, ou en tout cas surtout pas la seule façon de voir l'économie. Et je suis souvent critique de leur travail, donc je pense qu'ils m'aiment pas trop. Mais il y a d'autres écoles de pensée qui doivent plus apprécier ce que je fais.
Alors, vous commencez par dire que pour comprendre l'économie, il faut en finir avec un mauvais réflexe, celui de comprendre l'économie mondiale comme on perçoit sa gestion de compte personnel. Vous expliquez que ce raisonnement n'est pas possible parce qu'en macroéconomie, la règle la plus importante, c'est que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Effectivement. Si moi je dépense mon argent au magasin, c'est bien parce que derrière, le magasin va utiliser cet argent pour payer les salaires, pour payer les factures, et puis pour faire des bénéfices dessus. Donc, et les bénéfices sont redistribués sous forme de dividendes ou réinvestis dans l'entreprise, etc. Donc à un moment donné, l'argent il circule, quoi. Et donc, si on visualise tout de son propre point de vue, on se dit, moi il faut que je réduise mes coûts, par exemple. Je veux absolument réduire les coûts, je veux moins dépenser. Mais si je dépense moins, les personnes en face de moi reçoivent moins, donc ils ont moins de revenus, moins de salaires, moins de... Et en fait, c'est comme ça que l'économie s'arrête de tourner à un moment donné. C'est à l'origine des crises aussi. Crise de la demande, c'est typique, ralentissement des dépenses, donc ralentissement des revenus. Et c'est d'ailleurs assez terrible de voir que quand on est dans des phases, dans des périodes de crise, c'était un des messages de Keynes, donc un économiste des années 30, qui était de dire, en fait, le secteur privé panique. Quand cette machine commence à ralentir, il y a certains qui réduisent leurs dépenses, donc les revenus sont réduits. Comme les revenus sont réduits, tout le monde se dit « je vais réduire encore plus mes dépenses pour essayer de continuer de gagner un peu plus que ce que je dépense ». Mais non, en faisant ça, ça réduit encore plus les revenus, et puis c'est une boucle infernale. Et un des messages de Keynes, c'était de dire il faut qu'il y a un acteur qui n'est pas pris dans cette boucle-là, c'est l'État. Et donc l'État, lui, il peut mettre un coup d'accélérateur dans les dépenses pour essayer de rééquilibrer un peu le système, puis ensuite le secteur privé retrouve le moral et puis se remet à dépenser. Bon, aujourd'hui, on parle encore régulièrement d'austérité budgétaire, alors qu'on a des problèmes de crise de la demande, et c'est assez terrible, quoi. On le sait, c'est une évidence. Si toutes les dépenses ralentissent, les revenus ralentissent. C'est tout bête. Encore une fois, ce que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est que vous n'êtes pas un universitaire à la base. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait baigné dans une vision hétérodoxe de l'économie. Vous avez travaillé en tant que trader sur les marchés, et pourtant... Aujourd'hui, vous défendez une vision de l'économie qui est quand même assez différente de celle qu'on vous a enseignée. Comment est-ce qu'on arrive à changer comme ça de modèle de pensée ? Et surtout, je vais poser une question un peu triviale, mais comment est-ce que vous êtes certain d'être du bon côté de l'école économique ? Alors, donc c'est une remise en question permanente quand même. J'étais pas tout de suite convaincu par tout. Enfin, j'ai mis du temps avant d'en arriver là où je suis. Et même encore maintenant, c'est une remise en question permanente. Mais une des idées principales qui m'a choqué en quelque sorte, c'est la création monétaire. C'est le fait de comprendre qu'il y a une planche à billets, que cette planche à billets, elle n'est pas... oui, il y en a une dans les banques centrales, mais c'est pas la principale. Qu'en fait, la principale, elle est dans des banques privées, comme la banque dans laquelle je travaillais, et qu'elle tourne tous les jours. Tous les jours. Que ça ne crée pas du tout d'inflation, comme on pourrait le croire. Et ça pour moi, c'est vraiment incroyable. Parce que ça voulait dire... En fait, moi, je pensais que la finance, c'était la gestion d'une ressource rare, qu'est la monnaie. Il n'y a pas beaucoup de monnaie, et donc il faut l'allouer de manière très pertinente. Comme ça, il faut bien calculer à chaque fois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout, il faut toujours la rendre aux épargnants, parce que où est-ce qu'on va chercher cet argent ? Dans la poche des épargnants. Et ce serait quand même pas juste de ne pas leur rendre. Sauf qu'en fait, on découvre que il y a une planche à billets et elle tourne tout le temps. Donc, pourquoi on ne pourrait pas se permettre de temps en temps de ne pas la rembourser, cette planche à billets ? Pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour financer des trucs qui sont utiles mais pas rentables ? Pourquoi on ne pourrait pas... On va vous dire l'inflation... Oui, mais quand on fait des recherches sur l'inflation, on se rend compte que le lien entre planche à billets et inflation, il n'est pas du tout... c'est pas une corrélation à 1 pour 1, quoi. C'est-à-dire que oui, on trouve des moments où planche à billets et inflation sont corrélés, mais pas tout le temps, très loin de là, et surtout pas dans les économies développées. Et comment est-ce que vous expliquez que ce que vous venez de nous dire là, je rappelle, on en a parlé plus longuement dans une vidéo à Blast, à laquelle je renvoie, à plusieurs vidéos d'ailleurs sur la création monétaire, les personnes qui travaillent dans les questions financières ou économiques ne l'aient pas conscientisé comme vous au début, alors que c'est pourtant quand même vos études, c'est quand même votre domaine professionnel. Alors, en fait, la règle qui fait que on fonctionne comme si la monnaie était une ressource rare, c'est des lois comptables. Il y a des lois de comptabilité qui font que c'est quand même un problème si on ne rembourse pas la planche à billets. C'est quand même un problème si on ne finance pas des projets rentables. Mais ce n'est pas parce qu'il faut rendre l'argent aux épargnants, c'est parce qu'il y a des règles comptables
bien particulière, qu'on pourrait tout à fait changer, qui nous oblige à penser comme ça. Et en fait, c'est plus simple de se dire, il faut que ça marche comme ça parce qu'il faut rendre l'argent aux épargnants, et donc on oublie la planche à billets, que de bien savoir qu'en vrai, ça fonctionne comme ça à cause de ces règles comptables, qui sont compliquées à bien comprendre et à bien... Oui, c'est ces règles que vous essayez de vulgariser en permanence et que vous essayez de vulgariser dans votre livre. Et je trouve honnêtement que c'est très accessible et qu'il faut se motiver quand même pour le lire, mais que c'est vraiment une très bonne synthèse qui permet en tout cas de comprendre avec des métaphores assez accessibles, assez simples, tous ces rouages, toutes ces réglementations qui aujourd'hui régissent l'économie et régissent nos vies. C'est parce que l'économie, on le rappelle, c'est quand même le cœur de l'organisation d'une société. Vous prenez plusieurs concepts que vous expliquez. On ne peut pas tout traiter, sinon pour ça, il faut acheter le livre ou regarder vos vidéos. On regarde aussi les vidéos de Blaise, parce qu'on en parle. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur ce que vous dites sur le PIB, parce que pour moi, c'est un petit peu la représentation aussi de ces choix politiques qui sont faits au travers des indicateurs, par exemple. Alors, vous avez toute une définition du PIB que vous appelez Mister PIB dans votre livre. Vous dites qu'il est aux manettes. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin dans la critique du PIB, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment le PIB se calcule aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est le PIB ? Il y a en gros 3 manières de calculer le PIB. Donc, on disait les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc, on peut prendre la somme des dépenses de consommation et d'investissement, mais simplifions, on va dire, on prend la somme des dépenses, on va tomber sur le PIB. On prend la somme des revenus, on va tomber sur le PIB. Et ensuite, les dépenses font les revenus, mais à quoi servent les dépenses ? Acheter des marchandises, des biens, des services. Si on fait la somme de toutes ces marchandises qui ont été vendues, la somme de la valeur de ces marchandises qui ont été vendues, on tombe aussi sur le PIB. Donc, la valeur des marchandises, la somme des dépenses, la somme des revenus, 3 manières de calculer le PIB. Voilà. Et vous dites que cet outil, le PIB, il présente de nombreuses limites aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler. Alors je vais en citer quelques-unes et puis vous pouvez développer celle que vous jugez la plus éloquente. Vous dites « Mister PIB ne valorise pas les richesses naturelles, Mister PIB est à moitié aveugle, Mister PIB n'a aucune morale, Mister PIB ne tient pas compte des inégalités et Mister PIB est très imprécis et Mister PIB aime la spéculation ». Ça fait quand même beaucoup de défauts qui sont liés à cet indicateur. Alors, là, en fait, c'est vraiment le problème, c'est d'avoir fait d'un seul indicateur le guide suprême de nos développements économiques. Ça n'a pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, le créateur du PIB, celui qui a inventé ça, qui s'appelle Simon Kuznets, si je dis pas de bêtises, était critique lui-même de son indicateur en disant j'ai fait un indicateur qui peut être utile pour ça, mais attention à ne pas l'utiliser tout le temps dans tous les cas, parce que quand même, il a beaucoup de limites. Et donc, il était très conscient des limites de cet indicateur dès le début. Donc, dans tout ce qu'on a cité, moi, j'aime bien n'a aucune morale, par exemple. Typiquement, si vous avez un PIB, vous avez un pays qui fabrique des bombes et vous avez un pays qui a un système de santé très développé, vous pouvez avoir le pays qui fabrique des bombes qui a plus de PIB, parce qu'une bombe, ça se vend plus cher que la rémunération d'une infirmière ou d'un médecin. Et voilà. Donc, et ça, oui, en fait, c'est pas un indicateur d'épanouissement d'une société. Exactement. Et alors, pour décrire le PIB, vous utilisez, je disais, plusieurs métaphores tout au long du livre, dont une, vous dites « Imaginez un instant que toutes les richesses produites par l'humanité soient représentées par de l'eau qui coule d'un robinet. La mesure du PIB correspondrait au débit du robinet, tandis que le stock de richesses correspondrait à la quantité d'eau dans une baignoire. L'humanité pourrait-elle fermer le robinet du PIB une bonne fois pour toutes et vivre simplement avec l'eau déjà présente dans la baignoire ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'une partie de l'eau qui coule du robinet correspond à l'eau potable que l'humanité doit régulièrement boire pour rester en vie. Si on ferme le robinet, l'humanité va finir par mourir de soif. L'eau de la baignoire doit également régulièrement être évacuée car elle se salit. Enfin, une partie de l'eau qui coule du robinet, c'est l'apport immédiat. En réalité, le PIB mesure un flux de richesses dont certains sont essentiels à notre survie ou tout du moins au maintien de nos modes de vie actuels. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se débarrasser du robinet, on ne peut pas se débarrasser du PIB ? Non, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a tout ce qu'on fabrique et qui reste, et il y a tout ce qu'on fabrique et qu'on consomme. Donc la nourriture, par exemple, il faut continuellement en produire, évidemment. Pareil pour l'eau potable, pareil pour, nos vêtements. On a tout un tas d'infrastructures qu'il faut maintenir, qu'il faut entretenir, Donc, on a constamment besoin de produire des choses. Voilà, ça, c'est une certitude. Donc, on ne peut pas complètement arrêter le robinet. Maintenant, questionner le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on produit qui ne sont pas si utiles que ça, dont on pourrait se passer, questionner toute cette consommation,
je dirais, excessif. Je pense qu'on peut parler de consommation excessive à certains endroits du globe. Ça, oui, évidemment. Mais par contre, se passer complètement du PIB, non. En tout cas, ce qu'on pourrait appeler la production de richesse, voilà. En fait, c'est ça. Le PIB pourrait pas tomber à zéro, quoi. S'il tombait à zéro, on serait vraiment mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vous parlent de décroissance? Parce que la décroissance, on se dirait que c'est moins de PIB. C'est même aller dans l'autre sens. Ouais, mais donc c'est réduire le débit du robinet. Mais si dans le débit du robinet, il y a tout ce dont on a besoin, plus tout ce qui est excessif, on réduit l'excessif, on garde que ce qu'on a besoin et on a bien de la décroissance. Et alors, vous consacrez toute une partie aussi aux crises économiques. Vous donnez une place importante aux facteurs écologiques. Et si je ne me trompe pas, ça a pris une importance supplémentaire par rapport à la première édition, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, en économie, on n'a pas assez intégré les limites physiques de notre monde? C'était une critique qu'on pouvait faire à un moment donné, il y a encore quelques années. Je pense que c'est difficile de continuer de faire cette critique maintenant. Il y a quand même beaucoup de publications maintenant liées aux problèmes environnementaux en économie. Donc c'est un peu pour ça que j'ai changé ce que j'ai écrit il y a 4 ans dans la nouvelle édition. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours pas des critiques à faire. Quand on prend ce point de départ de il faut donner une valeur à tout, la meilleure solution, ce qui marche très bien, c'est toujours le marché, etc. Et qu'on attaque le problème environnemental avec cet angle-là, on va avoir tendance à vouloir donner un prix à l'environnement, donner un prix aux dernières espèces, et puis dire que, quelque part, si vous avez le choix entre fabriquer un téléphone portable qui vaut je ne sais pas combien de milliards d'euros et tuer le dernier rhinocéros blanc qui vaut un peu moins de milliards d'euros, quelque part, le marché a tranché, le téléphone vaut plus cher, on se débarrasse du rhinocéros. Donc, cette façon de traiter le problème environnemental par les prix, par le marché, il a toujours cette limite-là. Voilà. C'est toujours critiquable. Mais on ne peut pas dire non plus que les économistes s'y intéressent pas. Ils s'y intéressent, il y a beaucoup de publications qui sont faites à ce sujet. Ce que vous montrez, c'est quand même que les questions, les problèmes environnementaux vont être à l'origine de crises économiques quand même très importantes. C'est pour ça que c'est complètement imbriqué, qu'on ne peut pas juste se dire que la question, on laisse la question environnementale d'un côté et puis on continue à faire fonctionner correctement l'économie. Comment est-ce que vous percevez le fait que certains responsables politiques, encore aujourd'hui, continuent à opposer économie et écologie, continuent à nous dire non, mais on n'a pas les moyens de financer la transition écologique parce que il faut faut pas qu'on dépasse les 3% du déficit parce qu'il faut qu'on reste finalement dans le cadre actuel en faisant comme si finalement les limites planétaires n'intervenaient pas dans cette équation-là. Ouais, alors là on est vraiment sur des postures idéologiques. Je me permets juste de dire à qui je fais référence, à Gabriel Attal, qui disait notamment, quand il était ministre des Comptes publics, on n'a pas les moyens de s'endetter plus pour financer la transition écologique. Voilà. Donc, l'endettement massif pour financer la transition écologique, on ne peut pas se le permettre avec près de 3 000 milliards d'euros de dette. D'accord. C'est un mensonge, parce que c'est pas vrai. Donc, dire on n'a pas les moyens de s'endetter, etc., c'est faux. Ensuite, même si c'était vrai, c'est-à-dire les marchés financiers veulent pas nous financer plus, ce serait toujours pas un problème parce que en fait, on peut changer des règles ici et là qui font que on pourrait très bien avoir accès à une planche à billets pour l'endettement public. Là, en l'occurrence, la règle principale qui est en zone euro, c'est la Banque centrale peut pas financer les États directement. Voilà. Donc ça, c'est une règle qui est spécifique à la zone euro. Même si c'est vrai que chez les autres pays développés, c'est quand même assez rare que les banques centrales financent les États, mais c'est quand même possible. Chez nous, c'est interdit. Bon, c'est une règle qui peut être changée. Alors après, elle est plus ou moins profondément ancrée dans les traités, et donc c'est plus ou moins difficile à changer, mais tout ça reste de la politique et des choix politiques. Donc, dire juste c'est pas possible, c'est mentir, quoi. Et c'est plutôt dire moi je crois en un État qui n'intervient pas trop dans l'économie et qui doit pas trop dépenser et qui doit pas trop être endetté parce que c'est ma vision politique. Je défends cette idée-là et donc je dis que c'est pas possible, c'est plus simple.
Et alors, pour rester sur la question de la crise économique et de la gestion politique de la crise économique, vous expliquez qu'il y a 2 types de crise économique. Donc là, encore une fois, tout est détaillé. On revient, c'est des cours d'économie un peu basiques, mais qui font quand même du bien. Vous dites que seul notre manque d'imagination et nos idéologies politiques limitent notre pouvoir de sortie de crise. Selon vous, nous pouvons a priori régler les problèmes causés par les crises, notamment de la demande, en modifiant les contraintes réglementaires que nous avons nous-mêmes créées. En revanche, les crises de l'offre, bien sûr, nous placent face à des contraintes physiques, on vient de l'évoquer, notamment la crise climatique, qu'on peut contourner, mais qu'on ne peut pas modifier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour éviter les crises économiques à venir ? Alors, il y a peut-être définir rapidement la crise de la demande et la crise de l'offre. Donc, la crise de la demande, c'est un manque, c'est un problème de répartition de la monnaie. Donc, c'est le fait qu'on arrive à produire des choses, mais les gens n'ont pas les sous pour les acheter. Donc ça, c'est le problème de la crise de la demande. C'est, en gros, toutes les crises modernes dans les économies développées, c'est systématiquement des crises de la demande, sauf le Covid. Et la crise de l'offre, c'est on n'arrive pas à produire. Voilà. On a un problème au niveau de l'usine qui n'arrive pas à sortir les marchandises ou les biens, les services pour X, Y raisons. Donc, une des raisons, c'était, pendant le Covid, c'était les gens sont bloqués chez eux, ne peuvent pas aller travailler. Et donc, du coup, c'est externe, l'usine ne tourne pas. Et puis sinon, un autre aspect, avec les histoires de changement climatique notamment, on peut penser aux tempêtes, aux inondations qui détruisent l'infrastructure et qui fait que derrière, ça ne fonctionne plus. Mais aussi au fait que les gens ne peuvent pas travailler dans certaines conditions. Ou pénurie de ressources aussi. Voilà, pénurie de ressources. Il y a un problème au niveau de la production agricole. Les gens ont faim, du coup, ils ne peuvent pas travailler et l'usine ne fonctionne pas. Donc là, on est dans la crise de l'offre. Et ensuite... Comment est-ce qu'on pourrait intervenir en tant qu'État pour justement soit changer les réglementations pour notamment les crises de la demande et pour contourner en ce qui concerne les crises de l'offre, puisqu'elles vont pour beaucoup être liées au changement climatique. Typiquement, les règles à contourner pour la crise de la demande, c'est simplement de reconnaître que c'est une crise de la demande et d'identifier où est-ce qu'il y a un problème de demande. Une fois que c'est identifié, et ça peut se faire avec des statistiques, enfin je veux dire, il n'y a pas que le PIB, heureusement, on a des tas d'autres indicateurs pour essayer de prendre le pouls d'une économie, et donc on peut savoir où est le problème de demande, et il faut aller mettre de l'argent à cet endroit-là, quoi. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, je veux dire. Les idées de sortie de crise, par exemple, quand on prend comme référence la crise de 29, qui est la première grande, c'est la première grande crise de la demande du capitalisme. Il y en a eu d'autres avant, mais une des solutions employées par Roosevelt avec son New Deal, c'était de la dépense publique. C'était juste ça. C'était dire, il y a plein de gens qui n'ont pas d'emploi, on va leur donner un emploi et on va leur faire des choses qui vont être utiles, construire des infrastructures, des barrages, etc. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent ? N'importe où on peut le trouver, dans le système, peu importe. Et ça n'a pas complètement sorti les États-Unis de la crise pour des tas de raisons, mais ça a clairement aidé. Et ce qui finit par sortir les économies de la crise, malheureusement, c'est la guerre. Et qu'est-ce que c'est que la guerre ? C'est énormément de dépenses publiques. On ne regarde plus les problèmes financiers, on prend tous les gens qui sont disponibles et on les fait travailler terriblement pour construire des bombes et des avions. Mais voilà. Et là, il n'y a plus de problème d'emploi, il n'y a plus de problème et ça tourne très vite, très fort. Et c'est terrible qu'on n'arrive pas à se dire que les problèmes du changement climatique, c'est aussi dangereux que l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale ou ce qu'on veut. Enfin, on arrive à changer les règles en cas de guerre, mais on n'arrive pas à changer les règles quand c'est le réchauffement climatique. Oui, et en fait, tout l'objet de votre travail de vulgarisation, et encore une fois, je pense que c'est aussi ce qu'on tente de faire à Blast modestement, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'enjeu démocratique majeur qu'est l'économie, et donc à quel point il est important pour les citoyens de se saisir finalement des concepts, au moins un petit peu à la base. Est-ce que c'est possible, selon vous, en tant que citoyen, à un moment d'être assez aiguisé pour se prononcer sur les questions économiques ? Parce que ce que je vous disais juste avant qu'on commence ce tournage, c'est que moi, ça fait 3 ans que je parle des questions économiques, et que plus ça va, plus j'ai l'impression de rien comprendre. Alors que pourtant, j'accumule du savoir sur la question, plus ça va, plus j'ai l'impression de ne pas en savoir assez, et de ne pas réussir à tout saisir, tellement c'est complexe. Comment est-ce qu'on fait, au vu de la complexité de cette discipline, pour que les citoyens ordinaires qui ne sont pas
comme nous toute la journée dedans, réussissent à se saisir de ça? Alors moi je dirais, il faut sortir complètement de la complexité et de la technicité et en revenir à des idées, à des idées morales. Il faut se poser la question, est-ce que je suis d'accord moralement avec moralement, avec un monde qui fait ça, qui produit ça? Si je suis pas d'accord, alors dans ce cas, il faut que je donne mon vote ou ma voix à quelqu'un qui propose de résoudre ce problème-là. Et après, comment on va le résoudre? Ça, c'est les économistes qui géreront, c'est les techniciens qui géreront, mais c'est possible. C'est très, très certainement possible. Après, il faut écouter un petit peu. C'est sûr que si l'idée, c'est tout le monde a sa voiture volante et machin, là, il y a des ingénieurs qui vont tout de suite nous dire « Non, attention, là c'est pas possible. Il y a les lois de la physique. » Donc ça, d'accord. Mais à partir du moment où on ne parle pas des lois de la physique et on parle des lois de l'économie, là... tout est possible, j'ai envie de dire. Oui, je vais vous citer encore une fois. Vous dites, à propos de l'économie, tout est transformable, tout est modifiable. Avoir une idée du fonctionnement actuel du moteur économique permet une chose essentielle, repérer les injustices provoquées par cette mécanique, classer ces dernières par ordre d'importance et à partir de cette analyse, nous forger une opinion politique quant aux règles que nous souhaitons voir modifiées. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui est de l'ordre de la limite purement physique et ce qui est de l'ordre de la limite politique? Alors, peut-être que je vais trop simplifier, mais j'ai envie de dire que dès que c'est un problème de financement, c'est une fausse limite. Voilà. Dès que c'est monétaire, dès que c'est lié à ça coûte trop cher, dès que c'est... là, c'est un problème... c'est un problème d'ordre économique, d'ordre de règles qu'on pourrait changer, d'accès à la monnaie qui se fait mal, mais on peut transformer le système et faire en sorte que ça fonctionne. Après, en fait, il y a un exemple que je donnais dans le livre, qui est l'idée de se dire, on peut imaginer un village avec des gens qui sont autosuffisants, puis à un moment donné, ils ont envie de construire, je sais pas, une maison, un pont, peu importe. Et en fait, ils font une espèce de checklist. Ils disent, alors on veut construire le pont, donc il nous faut du bois, on en a, c'est bon. Il va nous falloir des bras. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'occuper de la construction du pont et quand même on aura à manger et tout, c'est bon. Alors d'accord. Est-ce qu'on sait construire le pont? C'est bon. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut le construire le pont? C'est bon. Et du coup, si tout ça c'est checké, c'est parti. Il n'y a rien qui devrait les empêcher de construire le pont. Et maintenant, si la question c'est non, on n'a pas les sous, c'est un faux problème. Ok, on va changer l'institution ici et là. Pouf, c'est bon, on a les sous. Hop, on construit le pont. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir à ce genre de raisonnement. Et alors, quel conseil vous donneriez aux gens que l'économie n'intéresse pas? Et je me permets de vous poser cette question parce que moi, j'en ai fait partie de ces gens. J'ai pas eu de formation scientifique, j'avais pas fait des études poussées d'économie. Et en tant que journaliste, au début de ma carrière, je m'intéressais aux enjeux sociaux et pas aux enjeux économiques, parce que j'avais l'impression que c'était un truc super compliqué, super complexe, qui ne concernait pas les personnes qui n'avaient pas cette pensée-là. Et je me suis forcée à m'y mettre quand j'ai compris à quel point c'était interconnecté avec les enjeux sociaux que moi je traitais. Mais c'était un effort. Ouais. C'était pas, ça venait pas naturellement. Et si j'avais pas été confrontée à ça dans ma carrière, peut-être que je m'y serais jamais intéressée. Vous, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui vont vous dire « Non, mais moi, l'économie, c'est pas mon truc, j'y comprends rien, ça m'intéresse pas ». C'est une question difficile. J'y ai jamais vraiment réfléchi. En fait, je dirais que c'est ce qui est chouette, enfin en tout cas moi un des trucs que je trouve intéressant avec l'étude de l'économie, c'est justement d'aller chercher le discours politique caché derrière des arguments techniques. Donc on va avoir quelqu'un qui va dire « Ah mais non, c'est pas possible parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours, et puis tac, 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 et il va nous donner toute une liste de choses impossibles parce que A plus B égale ce qu'on veut. » Et en fait, quand on connaît l'économie, on est capable de prendre tous ces points et de dire « Ah ouais, mais en fait, ça non. Et c'est un argument politique. Ça, toujours pas, c'est un argument politique. Ça aussi, ça aussi. » Et c'est très satisfaisant, en fait, quelque part, d'être capable de faire ça. Donc, voilà, s'intéresser à l'économie, ça permet de faire ça. Très bien, écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Gilles Mitaud d'avoir été sur le plateau de Blast avec nous. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur votre chaîne Eureka et que votre livre, donc l'édition augmentée de votre livre, Tout sur l'économie ou presque, est disponible aux éditions Payot.
Merci. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver en entier, en podcast, sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle enfin qu'à Blast, comme toujours, nous sommes un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.